bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello! Dans cet épisode, on continue sur la thématique du travail. Avec Tania, on a parlé du bonheur au travail, mais surtout de comment faire pour commencer à se sentir bien au travail quand ce n'est pas déjà le cas. Je partage avec elle certaines de mes expériences et elle en fait autant. Cette conversation est vraiment intéressante à écouter si, comme nous, tu as ou tu traverses une période difficile dans ta vie professionnelle. Ou que tu as à cœur de bien faire ton travail en tant que responsable d'équipe, manager, directeur, directrice ou autre travail à responsabilité. Pour que tout le monde apprécie vraiment venir travailler. Ou bien que tu ne sais pas comment discuter de ton mal-être avec ton ou ta supérieure. Et si tu n'as aucun de ces soucis et que tu nages dans le bonheur professionnel, tu peux passer un chouette moment avec nous également, j'en suis sûre. Bonne écoute à toi. Hello Tania, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien et toi Flo? Ça va super, merci. Eh bien, on va commencer comme d'habitude par la petite présentation. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, je t'invite à te présenter comme tu en as envie. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Tania. J'aime bien me présenter en disant que je suis la CEO d'une PME qui est composée d'un mari, de 3 filles et d'un chien. C'est quand même ce qui fait mon personnage, dans son entièreté et je suis donc, quand on revient sur les valeurs un peu plus basiques si tu veux, je suis, Chief Happiness Officer. Donc je m'occupe de votre bonheur au travail. Et les valeurs qui me définissent pour que les gens aient une idée du personnage, c'est la famille, bien évidemment, la bienveillance, l'écoute, la joie et un petit peu de folie aussi. J'aime bien me présenter comme ça parce que ça montre un petit peu le spectre du personnage, mais sans vraiment trop en dire. Chief Happiness Officer, donc moi je dis CHO pour les intimes, c'est beaucoup plus simple. C'est la personne qui doit faire en sorte que tout se passe bien au niveau du travail. C'est-à-dire que quand tu arrives au boulot le matin, tu sois dans de bonnes conditions, que tu sois content de venir travailler et que tu puisses, même si tu fais pas un métier passion, tu puisses être dans de bonnes conditions pour travailler. Donc, moi, j'aime bien dire que je suis entre guillemets responsable du bonheur au travail. Je sais que ça peut faire criser un peu parce que le bonheur, c'est tellement personnel et c'est tellement subjectif. Mais quand tu dis des gros mots comme ça, en général, ça attire l'attention des gens. Donc, je suis là pour faciliter, si tu veux, le bien-être au travail des salariés. Et comment ça se passe concrètement? Tu fais ça en tant qu'indépendante ou tu es salariée dans une entreprise? Alors, les 2, en fait. Je suis salariée dans une entreprise où je suis référente de la qualité de vie au travail et je le fais aussi en indépendante, en mode consulting, si tu veux, avec les particuliers comme avec les entreprises où on met en place des ateliers. Il faut savoir que c'est un métier qui peut paraître hyper fun et hyper fun sur certains aspects, parce que sinon je le ferais pas, mais que c'est très compliqué en France. Parce que tu sais, les gens ont tendance à ne pas comprendre qu'on puisse assimiler travail et bonheur, ou travail et bien-être. C'est à la limite, tu mignonne ma cocotte, t'as du boulot, déjà estime-toi heureuse quoi, pour qu'est-ce que tu veux de plus? Et on est très ancré dans cette espèce de, tu sais, de oui, comme une assimilation de travail et labeur, travail et peine. Alors qu'en fait, on peut très bien, même si, comme je le dis toujours, on n'est pas tous, à faire un travail passion, mais on peut toujours trouver des petites choses dans ce qu'on fait qui nous rendent heureux, en fait. Et du coup, c'est pas toujours évident parce que toi, tu arrives avec, ta tu sais, comme on dit, ta fleur au fusil en disant: «Non mais les gars, on peut tous être bien au travail, c'est génial» et puis tu as les directeurs ou les directoires, peu importe, qui te disent: «Non mais attendez, je veux bien qu'ils soient heureux, mais moi je veux qu'ils soient performants». Je dis: «Mais c'est ça mon travail, en fait, de faire en sorte qu'ils soient dans de tellement bonnes conditions, qu'ils vont performer tellement bien que vous allez être contents et du coup, ils vont être dans de bonnes conditions». Enfin, c'est un cercle vertueux.
En France, c'est compliqué de faire comprendre ça, mais c'est un challenge qui me fait du bien, qui me motive et je sais que c'est pas évident, mais je suis persuadée que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas une lubie. D'être heureux au travail, c'est pas une lubie, c'est je pense que c'est même fondamental. C'est pas, un petit plus, la cerise sur le gâteau, c'est pas une option selon toi. Le monde fonctionnerait bien mieux si tout le monde était, dans de bonnes conditions et épanoui dans sa vie professionnelle. Clairement et ça veut pas dire, je suis pas complètement folle, hein, ça veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours et que le monde du travail, c'est le monde des bisounours. J'en suis consciente, j'en fais partie. C'est juste qu'on passe plus de temps certaines fois avec nos collègues qu'avec nos familles. Pourquoi ne pas le faire dans de bonnes conditions? Ne serait-ce que dans des conditions décentes, si tu veux. Si on veut, pour pas aller dans l'extrême en disant que oui, on arrive tous, on s'aime tous, c'est pas ça le point. Le point, c'est d'arriver quand même dans un environnement où tu te sens bien. Pour avoir vécu le mal-être, arriver au boulot, la boule au ventre et la boule, la boule au ventre et la gorge nouée. Donc la boule au ventre et la gorge nouée, c'est jamais très agréable et ça te permet pas forcément d'être performant dans ton travail. Tu es toujours en questionnement, tu sais, à regarder à gauche, à droite comment ça se passe, tu as les épaules crispées, c'est pas une vie en fait. Et on n'a pas, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de chance et qui font un métier passion. Je parle en général, je donne l'exemple des artistes, mais pas forcément. Tu as des entrepreneurs qui font un métier passion et qui n'ont pas l'impression de travailler. Même s'ils se donnent corps et âme, ils n'ont pas l'impression de travailler, ils font ce qu'ils kiffent. Mais la majeure partie des gens, il faut être honnête, sont dans un métier entre guillemets alimentaire, ou alors parce qu'ils n'ont pas le choix, ou ils ont dû, bon, finalement, ils voulaient pas cette voie-là, mais ils sont sur celle-là. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que ça se passe mal. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire la part des choses et quand j'arrive avec mon discours de positivisme et de joie, je réussis quand même à recadrer en disant: «Attention, je sais que c'est possible, mais je sais aussi qu'on n'est pas, je dis les bisounours, mais je dis que c'est pas le monde des bisounours, j'en suis consciente, mais je pense que si chaque personne se prend un petit peu en main, si chaque personne se remet en question, c'est possible d'avoir des relations cordiales avec les gens avec lesquels on travaille et du coup arriver au travail, faire ce qu'on a à faire et sortir du travail en étant satisfait de ce qu'on a fait et en se disant: «OK, le travail est fini, maintenant ma vie perso, commence et puis j'ai pas à me dire: "Oh là là, j'ai pas géré ce dossier-là comme il fallait, j'ai pas"». Tu vois? C'est l'idée, c'est d'être en harmonie, d'harmoniser ces 2 pans de notre vie, pour qu'en fait on soit bien parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc c'est vrai qu'on dit souvent vie pro, vie perso, on n'a qu'une seule vie. Donc l'idée, c'est que ça s'imbrique, ça s'harmonise de la meilleure des façons possibles pour que tu sois pas, quand tu es dans ta vie pro, à penser, à ce que tu vas faire à manger ou à penser à comment tu vas gérer tes vacances avec tes enfants et quand tu es dans ta vie perso, à te dire: «Ah là là, j'ai pas fait tel dossier, j'ai pas», tu vois? L'idée, c'est vraiment d'être en harmonie et d'avoir cet équilibre, vie pro, vie perso qui en plus depuis la pandémie, qui ressort de plus en plus. Les gens en ont de plus en plus besoin. Tu disais, que, pour certaines personnes, on fait des métiers, passion. C'est-à-dire que, tu vas kiffer quand tu travailles et qu'en fait, ta journée passe super vite. On est un peu dans un sentiment de flow. Enfin, en ce moment, moi, je suis trop contente. Je vis ce truc-là, genre dans mon travail en alternance et c'est un peu une révélation pour moi parce que dans tous mes travails salariés, j'ai jamais vécu ce niveau-là, en fait, de d'autant kiffer aller travailler et faire ma journée de travail. Donc c'est trop bien et ça me commence à me réconcilier avec le monde du salariat. Mais pour que ça se passe bien et que ça soit autant kiffant pour moi, au-delà des missions que je suis en train de réaliser, ce qui fait que c'est aussi agréable, c'est ce dont tu parles, c'est mes conditions de travail, la relation que j'ai avec mes supérieurs et en fait cette fluidité et le fait aussi qu'ils mettent en avant dans leur manière de manager mon bien-être au boulot et aussi, personnel. Parce qu'ils sont conscients que l'un va avec l'autre. Et c'est là aussi que je vois que c'est trop bien. En fait, je pourrais faire les mêmes missions, avoir la même journée type de travail. Si mes conditions étaient totalement différentes, là, on arrive à ce que même un métier passion ou même un métier qui te fait kiffer devienne, horrible, devienne, dur et devienne, stressant. C'est ça aussi qu'en fait, on peut avoir tendance à oublier parfois, c'est de se dire que c'est pas juste quand tu fais des boulots alimentaires que ton travail sera,
pas agréable ou pas supportable ou épuisant, stressant et cetera. Parce que je connais plein de gens et j'ai été le cas, avoir des boulots, de responsables avec des responsabilités, où en fait tu kiffes en soi ton cœur de métier. Tu adores ce que tu fais, mais tu as une telle pression et des conditions de travail pour réaliser tes missions qui sont pas du tout adaptées à ta personne ou à la réalité de ton poste, en fait. Tu vas te sentir, hyper mal très rapidement et qu'un métier qui était de base censé être fait pour toi, t'aller comme un gant et te faire kiffer, devient vite un enfer. Donc même dans ces conditions, enfin, même dans ces situations-là, ça peut vite être compliqué quand on n'a pas cette notion de bien-être au travail, de tu vois, tu parles de bonheur au travail et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est surtout, en fait, le cadre qui soit défini pour apporter ce bonheur-là. Donc c'est super intéressant et même de se rappeler que dans toutes les situations, dans tous les types de boulot et peu importe ce qui nous a amenés là et même quand on est entrepreneur, on en a discuté, dans mes derniers épisodes de podcast où justement, en fait, si tu commences à te sentir dépassé, stressé, avoir une énorme pression, tu commences à faire des journées de 15 heures, tu, commences à te faire une to do list de malade et qu'en fait, si tu étais en entreprise avec un manager, tu trouverais ça indécent et insupportable et c'est peut-être ce qui t'a fait quitter le monde du salariat et pourtant en tant qu'indépendante, tu es en train de t'imposer les mêmes problèmes, la même galère et tu risques de te retrouver aussi, à détester ton travail, en fait, à détester ce que tu es en train de faire et à te sentir hyper mal et plus du tout avoir d'équilibre vie pro perso alors que de base, tu es venue dans l'entrepreneuriat pour ça. Le bonheur au travail, c'est une question de tout type de travail, de tout type de vie professionnelle et c'est comme tu le dis et ça j'ai beaucoup aimé quand tu as expliqué ça, c'est, une responsabilité individuelle. C'est pas juste les managers, les chefs d'entreprise, c'est à chacun d'entre nous de se remettre en question et de se poser vraiment sur cette question, quoi. Et ça, c'est trop bien de rappeler ça. Ben, j'insiste beaucoup là-dessus parce que, tu sais, quand tu arrives avec ce discours de bien-être au travail, les premiers retours que tu as, c'est: «Ah bah oui, mais je suis mal managée. Ah bah oui, mais c'est mal géré. Ah bah oui, mais» tu sais, et c'est toujours l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, l'autre a certainement sa responsabilité, mais la première des choses que je conseille, c'est de faire un audit interne. OK. Est-ce que, par exemple, alors, on parle pas de passion ou pas passion. Métier dans lequel je suis ou le boulot dans lequel je suis pour faire plus générique, est-ce qu'il est en accord avec mes valeurs? Déjà, est-ce que je connais mes valeurs? Mais ça, c'est encore un autre truc. Est-ce qu'il est en accord avec mes valeurs? Est-ce que, je me donne vraiment tous les moyens pour réussir à mon poste? Il y a aussi des questions comme ça. Est-ce que, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai un échappatoire si vraiment ça me plaît pas? Est-ce que je peux juste, me poser un dimanche soir et me dire, alors je vais parler de moi, mais et me dire: «Tania, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que, quand tu parles à tes enfants et qu'on te demande ce que tu fais comme travail, est-ce que tu vas être du genre à dire: "Oh c'est trop compliqué, maman, elle vous expliquera une autre fois"?» ou alors tu vas dire: «Alors maman elle fait ça, maman elle fait ça, maman elle s'éclate là-dedans, maman». Il y a aussi la plus grosse part, je pense, c'est vraiment l'audit interne. Parce que si tu es pas en accord avec toi, comment tu veux pouvoir faire passer un message? Comment tu veux pouvoir même expliquer après ce qui te convient, ce qui ne te convient pas dans le cadre de ton travail? Après, ça n'exclut pas bien évidemment qu'il y a aussi des facteurs externes qui vont être, la formation de tes managers ou même comment dirais-je? La la gestion générale ou globale de ton entreprise qui va peut-être pas te convenir, mais à ce moment-là, tu sais ce qui te convient, ce qui ne te convient pas et ensuite tu prends ta décision. Je reste ou je ne reste pas. Enfin, moi, je dis souvent, on n'est pas un arbre, hein, enfin, vous n'êtes pas des arbres si vous voulez bouger, vous pouvez, vous n'êtes pas plantés, dans le sol, en fait. Donc c'est aussi, le côté, prenez vos responsabilités, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. C'est vraiment, sachez déjà ce que vous aimez, ce que vous voulez. Ce sera beaucoup plus facile pour vous après de voir si la situation dans laquelle vous êtes vous convient ou pas. C'est juste ça, en fait. Quelle est la première question que tu poses aux personnes qui font appel à tes services pour justement déclencher cet audit interne? En général, déjà, j'aime bien écouter les gens et j'essaie de partir sur le côté valeurs, vraiment les valeurs. Et quand tu ouvres une discussion, je pense que tu dois t'en rendre compte parce que tu parles beaucoup avec les gens, quand tu ouvres une discussion, justement, en la laissant ouverte, tu entends des choses. Tu sens, ce que j'appelle les points de douleur de chacun.
Il y a quelqu'un je vais te donner un exemple qui est très basique, quelqu'un qui va te dire, moi j'aime beaucoup dans ma famille prendre la responsabilité d'organiser des voyages, des choses comme ça. Et puis après tu vas lui dire, et tu fais quoi dans ton travail? Ouais, bon, dans mon travail, je suis un exécutant. Enfin, voilà, je prends pas trop de décisions. Tu vois, moi, je suis plus dans le côté opérationnel. Tu me dis fais, je fais. Donc, tu sens que quand la personne, elle va te parler de sa vie, de ce qu'elle aime faire et ce qu'elle fait au travail, qu'il y a déjà une inadéquation. Donc, en fait, moi, ce que j'aime, c'est laisser parler les gens. Tu fais un petit entretien tranquille où tu essaies vraiment d'aller dans le cœur du sujet, mais de la personne. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Parce que quand tu trouves le point de douleur de la personne, du coup, tu peux travailler dessus et ça peut après t'ouvrir des portes sur le reste. Donc, moi, avant de leur dire de faire eux-mêmes leur audit interne, moi, je fais un audit avec eux. Et sans leur dire que c'est un audit, bien évidemment. Mais cette première discussion, elle soulève tellement de points et en général, quand toi tu parles de ta vie, tu t'en rends même pas compte, puisque tu racontes ta vie. Donc pour toi, même si tu vas parler de choses sensibles qui t'ont touché ou qui t'ont fait plaisir, et moi en face, c'est le côté coaching aussi, hein. En face, tu arrives à reconnaître, ah, tu dis ok, donc sur ce point-là, éventuellement, il va peut-être falloir appuyer un petit peu, et ça te permet après d'ouvrir le champ des possibles. Donc c'est vraiment la première chose c'est pas une question que je pose vraiment en mode oui ou non, mais c'est plus une question en mode allez, vas-y, parle-moi un peu de toi, de ton parcours, de ce que tu aimes et ensuite on adapte en fait. C'est vraiment une séance de coaching, hein, ce que tu décris un petit peu. Au départ, oui, mais en fait, tu es un petit peu obligé parce que il y a des gens qui savent pertinemment ce qu'ils veulent, mais qui savent pas comment y arriver. Et la plupart du temps, en fait, ils ont les outils, mais ils ne les voient pas. Et l'avantage d'avoir cette personne qui est en face de toi qui ne te connaît pas, c'est que nous, on a une vision macro et eux, ils ont une vision micro. Donc, du coup, moi, je prends de la hauteur et je leur permets aussi après de prendre de la hauteur et de se rendre compte que des fois, c'est pas le métier qui pose problème, c'est pas le manager qui pose problème. Ça peut être un truc tout bête. Alors, ça peut être psychologique, mais ça peut être aussi juste, tu sais, ouais, quand j'arrive au bureau, il fait sombre, ça donne pas envie. Enfin, tu vois, et puis j'ai un matériel de pas très bonne qualité. Attention à ce que je dis. Mais tu vois, et certaines fois quand on est, alors j'ai tendance à dire que nous quand on est dans le tunnel, on voit pas le bout en fait. Et la personne qui est à l'extérieur et qui t'attend, elle dit mais je sais que tu es à 20 mètres quoi, tu es à côté donc t'as qu'à y aller et tu vas y arriver. Mais toi tu es dans le noir, tu vois rien. Et donc du coup ça t'empêche d'avoir justement cette ouverture d'esprit qui te permettrait de dire ok en fait c'est pas si grave que ça. Le problème que j'ai c'est pas un truc existentiel, je peux y remédier en faisant ça. Et moi, je suis là pour t'aider à voir ce que tu peux mettre en place. Et toujours hein, en restant bien consciente que certaines fois, ce n'est pas que de ton fait. Mais moi, je t'aide à voir ce que tu peux mettre en place. Donc, à mettre en place des routines, des outils. C'est comme une petite boîte à outils, si tu veux, euh, pour t'aider à retrouver, alors moi, c'est ma phrase, mais à retrouver le réenchantement au travail. J'aime trop cette formulation. Je sais pas, dès que je la dis, ça me met en joie, tu sais. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans le partage, dans l'écoute et dans être axé solution. On est axé solution. Et si franchement ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas, enfin, comme je dis, c'est pas dramatique si ça marche, si ça ne marche plus, si même si tu aimes ton travail, tu te rends compte que ben, les conditions ça va pas trop, les collègues, même si tu fais des efforts, ça va pas trop. C'est pas grave. Il faut qu'on trouve une solution pour que tu te sortes de là parce que la priorité, ça reste quand même ta santé, quoi. Ce n'est qu'un travail. Je le dis tout le temps, passion ou pas passion, hein, ce n'est qu'un travail. Il y a pas, il y a pas, il y a rien qui vaut ta santé. Donc, j'essaie aussi de rester aussi beaucoup axée là-dessus. Mais par contre, je travaille pas avec les gens, par exemple, qui sont en burn-out ou quoi que ce soit, parce que je suis pas thérapeute. L'idée, c'est vraiment de travailler avec des gens qui aiment quand même ce qu'ils font, un minimum, minimum, et qui ont envie de trouver des solutions pour retrouver ce fameux ben, réenchantement. Oui, d'être contente d'arriver au travail et quand tu te lèves le matin, tu sois pas dégoûtée de devoir passer ta journée de 7 heures, les 7 prochaines heures qui arrivent, à cet endroit-là, à ce poste-là, donc ouais, non, franchement, c'est super et je pense que tu disais tout à l'heure que c'était hyper compliqué en France d'amener, cette pratique. Je pense que dans les prochaines années, ça va devenir de plus en plus évident. C'est juste que c'est le début, en France de ça, parce que quand tu vas dans certains pays, nordiques, ça fait partie de leur culture, ça fait partie, de la base, en fait. C'est juste évident qu'il faut se sentir bien au travail, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu as raison, je pense que c'est vraiment une question de temps. Et là, pour l'instant, on est un peu pris pour. Alors, quand on dit. C'est pour ça qu'on a même eu, tu sais, il y a un collectif qui existait,
qui s'appelait le collectif de l'humaine organisation pour faire CHO. Et on a changé de nom parce qu'en fait, on devenait des responsables de l'expérience collaborateur pour que ça fasse un peu plus sérieux. Mais moi, j'aime pas le côté sérieux. Parce que les gens avaient tendance à dire qu'un CHO, c'était un gentil organisateur du Club Med qui arrivait, qui va te proposer du team building, qui va te proposer des événements, qui va te ramener comment dirais-je, les fruits le matin. Enfin, oui, ça fait partie du métier. C'est un des aspects du métier, mais c'est tellement plus profond que ça, c'est tellement plus poussé que ça comme métier, que c'est dommage tu sais, de stigmatiser juste cet aspect-là. Et du coup, quand toi, tu arrives sur le marché du travail en disant que tu proposes des services de Chief Happiness Officer, les gens te disent, ouais, mais bon, moi, j'ai un office manager qui gère les after work, ça suffit, quoi. Non, nous, on passe dans le côté plus profond. On passe effectivement dans le côté fun, oui, ça c'est bien d'être dans des conditions où tu as de beaux locaux, tu vois? Où il même si baby-foot ou pas, hein, mais que tu as un beau local, que tu sais que, ton employeur prend soin de toi et par exemple la machine à snacks, ça va pas être des Mars et des Bounty, pardon pour citer la marque, mais ça va être, des barres de céréales ou des trucs, tu vois, qui sont un peu plus healthy. Mais on passe aussi sur l'ergonomie de ton siège, sur comment la lumière, la luminosité de ton écran. On va aussi passer sur les relations interpersonnelles avec tes collègues, avec ton management. On va aussi passer sur la gestion de la marque employeur. Tu vois, c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes que juste genre un pansement sur une jambe de bois. Tu vois, c'est pas ça. Et en France, pour l'instant, il y a encore cette petite, tu sais, je pense que c'est typiquement français, ce petit côté un peu hautain de dire que ouais, enfin, les CHO, bon, voilà quoi, c'est un petit peu une rigolade ce métier, tu sais les bullshit jobs, ils nous mettent souvent dans la liste quand ils s'arrêtent qu'au côté, team building et after work, tu vois? Mais c'est beaucoup plus profond que ça comme métier. Oui, c'est un peu l'image du, manager du bonheur, qui va faire des gâteaux le matin, quoi. Ça, c'est ça. Et en fait, on arrête cette vision à ça, alors qu'en fait, ça va bien plus loin et comme tu disais, c'est aussi pour, améliorer profondément la productivité d'une équipe, dans le bon sens du terme, sans justement mettre une pression qui va faire que, bah, ils vont te finir en burn-out. Éviter justement ce burn-out ou ce bore-out, Mmh. en fait, vraiment avoir plaisir à venir faire son travail, même si c'est pas de la passion, mais que ça soit cool pour tout le monde et aussi que ça soit cool, j'aimerais bien qu'on parle, du point de vue, des responsables d'équipe ou des managers, que ça soit aussi cool pour les managers de faire leur travail parce que, moi j'ai été manager quelques mois et j'ai aussi eu beaucoup de managers pas forcément très cool. Mais en fait, il y a toujours ce truc où en fait, tu te rends toujours compte quand tu prends du recul, que souvent ton manager, c'est pas qu'il est pas sympa ou que, il fait mal son taf, c'est que au dessus de lui, il a quelqu'un qui fait encore pas très bien son travail non plus et qui lui demande des choses qui sont juste impossibles à mettre en place et du coup, ça se répercute sur, les collaborateurs qui sont en dessous. Enfin voilà, parce que le manager, il a vraiment ce rôle, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu quand je l'ai été, c'est vraiment le lien entre la direction et les collaborateurs qui sont plus dans l'exécutif et en fait, c'est très, très dur, enfin vraiment, c'est très, très dur de réussir à faire tampon entre les 2. Même quand moi vraiment quand je l'ai fait, j'étais avec toutes mes très, très bonnes intentions et toute mon expérience d'avoir eu, des managements, qui m'ont mis très mal et je voulais vraiment éviter ça et il y a un moment où tu te retrouves face à un truc, avec la gestion humaine où en fait, tu sais plus comment faire pour être, un peu comme, bon je suis pas parent, mais comme quand j'entends les parents, éviter de tomber dans le laxisme quand tu veux être bienveillant, tu vois? Et du coup, c'est vraiment cette limite entre les 2 qui est très dure à faire et qu'en plus dépend de chaque personne et est très individuelle. Bon après pour moi quand même un bon manager, c'est quelqu'un qui sait gérer son équipe en prenant chaque personne pour son individualité, ses compétences, son caractère et qui sait faire avec tous ces caractères différents et toutes ces compétences différentes, une très bonne équipe. Pour moi quand même ça reste une base et si tu vois pas ça comme ça, bah, le travail de manager va être compliqué tout le temps, je pense. Compliqué. Ouais, c'est ça. Mais ouais, du coup, toi, quand tu arrives dans une entreprise, ou là, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles en tant que salarié, quand tu dois travailler avec les managers pour les aider à faire en sorte que leurs collaborateurs, se sentent bien dans leur travail, qu'est-ce que tu peux leur apporter, en fait, comme, accompagnement? Parce que j'imagine que déjà l'étape 1, mais du coup, on en a déjà parlé, c'est Mmh. l'individuel, c'est que le manager se sente bien, lui, dans son travail. Mais quand ça s'est passé, comment, en fait, on peut accompagner quelqu'un qui est responsable des autres à faire en sorte que enfin, parce qu'il est un peu responsable du coup du bonheur au travail, quoi. La gestion de l'humain, en règle générale, c'est quelque chose qui est très touchy. Parce que effectivement, comme tu dis, il faut pas tomber dans le laxisme. En même temps, il faut pas tomber dans le côté dictateur.
mais tu as quand même un rôle, toi, en tant que manager. Et ce fameux rôle tampon, je pense que c'est même le plus difficile. Tu dois gérer, ouais, c'est genre la grande sœur dans une fratrie, quoi. Tu vois, tu gères les parents, tu gères les enfants, c'est compliqué. Après, il y a une chose aussi qui est pour moi fondamentale, c'est que le management, c'est un métier. Ça s'apprend. Et on a souvent tendance, alors je sais pas si c'était le cas pour toi, hein, je parle pas de toi en l'occurrence, mais on a souvent tendance à promouvoir des gens en disant, ouais, il est dans la boîte depuis tant d'années, il fait bien son boulot. Ce sont des gens qui sont très bons dans l'opérationnel. Allez, la promotion, ça va être de le faire passer manager. Mais faire passer quelqu'un manager, ça peut être un cadeau empoisonné si la personne n'a pas les vraies compétences du management, parce que c'est un métier. Tout le monde n'est pas manager. Tu peux être un très bon chargé de projet, plus. Et quand tu dois gérer de l'humain, eh ben, c'est plus compliqué. Moi, j'estime que les managers doivent être des leaders avant tout et faire en sorte que les gens adhèrent à une vision. Parce que si tu ne fais pas comprendre aux gens ce pourquoi tu veux qu'ils travaillent, pourquoi tu veux qu'ils travaillent. Ça peut paraître très bête, hein. Des fois, quand tu dis des phrases comme ça, tu dis ouais, ça a l'air un peu bête, mais c'est difficile à faire. C'est très difficile de faire comprendre à une équipe avec, comme tu dis, toutes ses individualités et toutes ses forces et toutes ses faiblesses, qu'en fait, le Saint Graal, il est là et il est là pour nous tous. Et c'est ça, en fait, c'est ça, le manager, c'est, alors évidemment, il y a des outils qui sont des outils théoriques que tu peux apprendre, mais il y a aussi ce côté de personnalité, tu vois, de leadership. J'aime beaucoup dire ce mot parce que pour moi, tu peux réussir à avoir une équipe, alors, je mets bien entre guillemets, de bras cassés avec un certain manager et un autre manager peut les transformer en champion olympique. J'abuse, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, quand j'ai pris ce poste, je me suis vraiment dit, après mon expérience de coach, je me suis dit, en fait, tu es coach, tu es grande sœur, tu es manager, certes, mais en fait, c'est l'humain avant tout, parce que, en fait, un manager, c'est vraiment une histoire d'humain. Tu mènes une équipe, enfin, manager, c'est ça, c'est Mmh, mener l'équipe à la victoire, quoi, à ce que tout se passe bien et réussisse pour les objectifs de la direction, ouais. mais aussi pour les objectifs individuels de chacun de tes collaborateurs. Franchement, alors moi, comme tu disais, franchement, pour être totalement honnête, ma promotion, en tant que manager, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient me garder dans l'équipe et parce que j'avais dit que je voulais partir. Donc en fait, c'était histoire de garder un très bon élément et le garder, en lui disant: «Bon, on te paye un petit peu plus», enfin voilà. Mais derrière, en fait, la direction, elle était vraiment pas très bonne, donc j'assume totalement. Elle m'a pas accompagnée dans une prise de poste en tant que nouveau manager parce que j'avais jamais fait ça et pourtant je l'avais demandé, j'en étais consciente, j'avais vraiment l'envie d'apprendre et que ça me serve pour, après. Ils m'ont pas du tout accompagnée dans ma prise de poste et même ma manière dont ma promotion a été annoncée aux équipes, ça a été très mal fait. Très, Mmh. très mal fait. Moi, ça m'a mis tout de suite dans une situation hyper inconfortable. Enfin, il y a vraiment rien n'a été fait. Après, dans le cœur du métier et comment j'ai réalisé, mon travail pendant les quelques mois où je l'ai fait, j'ai aimé ça, j'ai apprécié et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai même réussi des trucs trop cool et j'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés en 3 mois, tu vois? Il y a des objectifs que j'ai réussi à atteindre. Donc je me suis dit: «Franchement, j'y serais restée 1 an dans des bonnes conditions avec la direction, Ouais, je pense que j'aurais super. fait des trucs trop cool», tu vois? Ouais. Mmh. Mais, individuellement avec mes collaborateurs, j'ai réussi à les f à enfin certaines filles avec qui j'ai bossé, bah, je les ai formées sur des choses et ça s'est trop bien passé et j'ai vu un avant-après et c'était hyper satisfaisant. Il y a eu des trucs plus compliqués, mais tu vois, j'avais toujours à cœur justement que tout le monde arrive en étant content d'arriver et ça faisait vraiment partie pour moi de ma vision. Parce que pour la plupart, ils étaient là, enfin, Mmh mh. je suis arrivée là en job alimentaire. Ils ont pas choisi ce boulot-là, ils ont pas choisi de faire leur carrière là-dedans. Donc en fait, tu peux pas attendre d'eux, Ouais, une un motivation ou une investissement de envie, ouais. Mmh. de quelqu'un qui a fait 5 ans d'études, et qui débarque, dans une boîte, de communication, par exemple, tu vois? C'est impossible, c'est D'accord. impossible. Donc tu vois, j'avais pris conscience de ce truc-là, mais en fait, je me suis juste sentie et c'est là où, en fait, c'est des fois très compliqué et que, du coup, j'ai remis en perspective d'autres managers que j'avais pu avoir, dans d'autres entreprises où, tu vois, je me suis dit, en fait, juste, je me suis sentie, mais abandonnée, tu vois? Par ma direction et le truc tampon, bah, j'ai pas pu le vivre comme ça aurait été cool de le vivre Mmh. parce que justement, en fait, j'avais juste l'impression de faire tampon entre c'est le néant et en dessous, j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de d'attentes Attente, ouais. pour que la situation dans l'en au sein de l'entreprise change, soit modifiée pour le bien-être de tout le monde et du mien en premier. Mmh. Et du coup, en fait, bah, je suis vite passée de manager,
enfin qu'on m'avait promis un poste de manager avec certaines responsabilités, une carte blanche sur pas mal de choses et cetera. Enfin, on m'avait vendu du rêve, hein. De toute façon, quand on promet quelqu'un comme ça, généralement, c'est qu'on lui vend du rêve. On m'a promis du rêve à, bouge-trou de planning, formation sur le tard, recruter des gens pour qu'ils partent 2 semaines après. Tu vois, faire beaucoup enfin mettre en place des process pour qu'ensuite la boîte, elle soit vendue 1 mois après. Ouais, non, je comprends. Donc en fait, j'ai juste passé, 4 mois de ma vie à faire du travail dans le vide, tu vois? Donc Ce que je dis aussi beaucoup, c'est, quand, si tu as une société qui vient me voir, je leur dis: «Par contre, la qualité de vie au travail, la qualité de vie et conditions de travail, c'est quelque chose où il faut que tout le monde soit investi au même niveau». De la direction aux collaborateurs. Ça fait joli en ce moment d'avoir ça sur le papier, de dire qu'on a quelqu'un qui s'occupe de la qualité de vie au travail. On va mettre un ou 2 ateliers en place et puis ça va le faire. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'envie, l'envie vraiment d'améliorer ces conditions. Parce que ce que tu me racontes là, ça me parle tellement. Plein de managers qui arrivent avec plein de bonne volonté et la bonne volonté, elle est tuée dans l'œuf, en fait. Parce que toi, tu arrives avec des idées, avec ta fougue, avec, ton envie, avec ta motivation et tu te rends compte qu'en fait, effectivement, c'était le miroir aux alouettes et quand tu demandes les outils, on ne les donne pas, les outils de base, parce que tu m'as dit que c'était ton premier job en tant que manager, c'est la base, quoi. Tu demandes pas la lune, juste les outils pour faire ton travail correctement, parce que toi, tu as tes idées, mais tu sais que tu as besoin. En plus, ce qui est excellent, c'est que tu sais que tu en as besoin. Donc toi, tu viens vraiment, je veux performer, donnez-moi les outils pour performer. Donc si ta direction, et ça, dans peu importe la structure, si la direction n'a pas cet état d'esprit de véritablement améliorer la qualité de vie au travail, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionnera jamais et le manager va se retrouver ballotté entre des collaborateurs qui vont lui dire: «Non mais attends, tu sers à rien en fait, parce que tu nous demandes de faire remonter, ce qu'on veut, mais tu fais jamais rien derrière» et une direction qui va, comme tu dis, qui va fermer les portes et du coup tu n'auras toi aucun recours et tu vas te retrouver tout seul. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus effectivement toujours casser du sucre sur le dos des managers, parce qu'il y en a qui sont juste pas accompagnés et pas mis dans de bonnes conditions pour pouvoir performer et du coup faire en sorte que les collaborateurs après soient mis dans des bonnes conditions pour pouvoir performer. C'est vraiment un schéma de co-construction qu'il faut imaginer pour la qualité de vie au travail. C'est vraiment tout le monde doit prendre sa place et tout le monde doit jouer son rôle. et quels, conseils justement tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui ont des postes d'encadrement, de management ou de direction et qui aimeraient améliorer le bonheur au sein de leur entreprise en général? Déjà, d'écouter de façon active, c'est-à-dire pas écouter pour répondre, mais écouter pour comprendre. Bien savoir ce qui se passe. Donc ça revient toujours aux mêmes choses, hein. Les audits, c'est pas juste pour, surveiller ce qui marche, enfin ce qui marche pas. C'est aussi pour voir ce qui fonctionne. Donc quand on a un rôle à responsabilité, alors si on est manager et qu'on a une direction, il faut aussi savoir être, très assertif, c'est-à-dire poser des limites et ça, c'est pour te permettre toi de te protéger, mais aussi de protéger tes équipes et aussi la direction. Tout simplement, je ne peux pas commencer à travailler dans ces conditions si je n'ai pas telle chose et d'être, de toutes les façons, il faut commencer petit, c'est-à-dire que tu vas pas attraper les mouches avec du vinaigre, hein, donc tu commences tout doucement, mais toujours, toujours rester dans une cohérence dans ce que tu dis, dans ce que tu fais et d'être, très aligné. C'est-à-dire il faut pas que ce soit, que tu dises une chose et que tu fasses le contraire. Ça marche à tous les niveaux de responsabilité. Tu peux pas dire, «Je veux votre bien-être, je veux que vous alliez mieux, que vous soyez bien» et par exemple, tu as, 2 jours de télétravail par semaine et que le mois d'après, tu décides que tu as 2 jours de télétravail par mois. Enfin, c'est pas logique avec ce que tu viens de dire. Au niveau de la direction, moi, ce que je dirais, c'est déjà de pas mentir, de pas vendre, des primes ou des choses qu'ils vont pas pouvoir mettre en place. Rester vraiment dans le côté authentique au maximum. On est toujours d'accord que, tous les collaborateurs ne peuvent pas connaître toutes, les informations de la boîte, hein. Je suis pas en train de dire de révéler tout ce qu'il faut pas révéler, mais de rester dans la communication, dans l'authenticité, parce qu'en fait, les collaborateurs, il faut pas insulter leur intelligence. Il faut juste se rendre compte que ce sont des humains, ce sont pas des enfants, donc il faut pas materner les gens, il faut leur dire la vérité. Si ça fonctionne, il faut dire que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faut dire que ça ne fonctionne pas. Il faut toujours amener des solutions et faire en sorte que les gens se sentent concernés et que peut-être même eux vont venir vers toi et te dire: «Ah bah, tu sais, tu pas pensé tu nous as dit ça, mais tu as pas pensé à ça, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça pour améliorer». Faire en sorte que les gens se sentent vraiment concernés par l'évolution de la boîte, en fait. Donc ne pas les considérer juste comme des ressources, mais les considérer comme des humains. Tu as déjà eu des moments dans ton travail où tu as été face à des personnes qui de base, comme tous tes clients, veulent améliorer le bonheur, mais qui au final, dès que tu leur mets en fait les solutions sous le nez, on va dire clairement, tu trouves toutes les bonnes excuses pour ne rien mettre en place? J'imagine que ça a dû t'arriver plein de fois. Ouais, ça m'est déjà arrivé et tu sais, à ce moment-là, je travaille plus avec ces personnes.
parce que ça va être, «Oui, mais on n'a pas le budget», alors qu'on peut faire beaucoup de choses avec des budgets très, très, très limités. Ça va être, «Oui, mais on n'en a pas besoin ici, en fait». Oui, donc du coup, pourquoi vous avez fait appel à moi? Et ça va être: «Oui, mais en fait, c'est des feignants», ou tu sais, du jugement tout de suite. Donc en fait, moi, j'ai pas de problème à dire à ces personnes que, bah, on n'est pas en accord et qu'on ne pourra pas travailler ensemble. Ça arrive, oui, alors oui, ça arrive beaucoup parce que, comme je te disais, c'est un métier qui est encore un peu mal vu. Donc c'est compliqué, même si tu essaies de convaincre, même si tu donnes tes arguments. Et en plus, c'est un métier qui est des fois pas très palpable. Enfin, les retombées sont pas forcément très palpables, je veux dire au niveau, tu sais, pourcentage, des gros chiffres, les KPI, là, les gens, ils aiment bien avoir des gros chiffres et tout. Et quand tu arrives pour le bien-être, c'est compliqué de quantifier le bien-être. Donc, quand tu donnes, toi, tes indicateurs, ils vont dire, ouais, mais attends, le pourcentage d'absentéisme, enfin bon, ok, les présences aux ateliers, mais ça me rapporte quoi, moi? Oui, bah, ton chiffre d'affaires, en fait. Enfin, ça peut être sympa aussi. Et puis, ta marque employeur, comment tu es vu à l'extérieur et tes collaborateurs qui deviennent tes ambassadeurs et qui vendent la boîte et qui se disent: «Moi, je travaille dans une boîte, c'est trop top, quoi. C'est trop génial». Bah, tu sais ce que tu viens de me dire par rapport à ton alternance. Je suis en train de travailler dans un cadre, c'est juste génial et ça, c'est très important. Mais moi, j'ai pas de problème à me rendre compte que, bah, écoute, si ça marche pas, si vous n'êtes pas aligné avec ce que je vous propose, c'est pas la peine qu'on continue et puis on arrête et ça nous fait gagner du temps à tous les 2 en fait. Moi, ça m'intéresse de savoir quels sont justement tes indicateurs, tes pourcentages, tes chiffres, tes transformations. Si tu as des exemples, des anecdotes à nous partager entre un avant et un après, ton passage ou le passage, d'un ou d'une de tes collègues, dans le métier? Au niveau de mon boulot, moi directement mon boulot salarié où justement maintenant je suis responsable de la qualité du au travail, j'ai des exemples d'un manager avec qui je travaille en direct. Il m'a dit que, ben, depuis que j'avais pris ça en charge, elle retrouvait du sens dans ce qu'elle faisait et elle arrivait à poser des limites. Alors moi, je suis une malade mentale des limites. C'est un truc, pour moi, c'est tellement important de poser ses limites. Vraiment le côté, tu te protèges et tu protèges l'autre, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Et elle avait beaucoup de mal à faire ça au départ. Et elle m'a dit: «Franchement, depuis que ça y est, tu m'as donné les outils, c'est le jour et la nuit, en fait. Et les choses sont carrées et je suis aussi un petit peu psychorigide sur le cadre». Parce que j'estime que si tu poses le cadre, c'est plus facile d'en sortir, en fait. Mais si tu as pas de cadre, c'est le chaos et c'est la débandade. Et voilà, le fait de pouvoir poser le cadre, de pouvoir poser ses limites, c'est le point sur lequel elle m'a dit que franchement, ça avait tout changé au niveau de son approche du management et de son management aussi. Parce qu'elle, elle était trop dedans, elle était trop un peu comme une maman, alors qu'en fait, c'est pas ça son rôle. Et le fait de prendre du recul et justement de mettre les limites, ça a permis aussi aux collaborateurs d'avoir une autre vision d'elle et vraiment la vision de: «OK, c'est mon manager, elle fait ça pour moi, mais aussi à moi de faire pour elle, quoi». Moi, l'un des trucs qui a été le plus dur pour moi, c'était quand il fallait que je me mette un peu en colère ou que je «m'énerve un peu» entre guillemets pour, faire comprendre que là, non, la limite a été franchie et en fait, non, tu me refais plus cette erreur-là ou tu fais plus cette chose-là de cette façon parce que je te l'ai déjà dit une fois, je te l'ai déjà dit 2 fois, là, c'est la troisième, tu vois? Et là, du coup, souvent, moi, j'avais ce truc où je me disais: «OK, la première genre en mode un peu maman, juste en mode: «OK, c'est pas grave, je comprends, mais du coup, la prochaine fois, tu fais gaffe». La deuxième fois, tu commences un peu plus à dire: «Bon là, je comprends pas parce qu'on en a déjà discuté». Donc tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que l'erreur a été refaite, tu vois? Mmh mh. Et la troisième fois, j'avais un peu ce sentiment de dire: «OK, j'ai été trop gentille avant». Parce que là, enfin, c'est plus possible, de refaire ce truc-là parce que pour moi, en fait, tu es très intelligent. Donc justement, je considère que, bah, tu es censé l'avoir compris, en fait, au bout d'un certain temps. Mais quand je devais arriver à ce moment-là, je devais un peu m'énerver. Ou faire comprendre que je risquais de m'énerver fort, parce que je Mmh. m'énervais jamais vraiment totalement, parce qu'aucun intérêt, enfin, c'est pas avec l'émotion que tu vas faire passer un message et bah, j'étais hyper inconfortable dans ce rôle-là et c'est là que je me suis dit: «OK, tu es pas encore prête, en fait» et j'ai aussi pris ce recul-là en me disant, «Tu as pas encore les outils», comme tu disais, de toute façon, je sais que j'ai manqué énormément d'outils et j'ai manqué énormément de formation parce que je l'avais demandé, je l'ai pas eu. Mmh. J'en étais consciente et que là, je me suis dit: «OK, ce serait bien un peu plus tard, de refaire peut-être cette expérience-là un peu plus tard». Parce que là, ouais, je le vis pas bien, en fait. Je suis pas confortable avec ça. Je rentrais le soir, j'étais épuisée mentalement, j'avais vraiment des soucis avec, l'un de mes collaborateurs avec qui ça passait vraiment pas et avec qui c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps le conflit. Conflit, ouais. C'était tout le temps le conflit et ça, c'était hyper dur, quoi. Vraiment, je le prenais pour moi. J'arrivais pas à poser le cadre, j'arrivais pas à prendre le recul et ça me tournait dans la tête et je me disais que je faisais mal mon travail
Et c'était de la remise en question tout le temps et c'était trop dur et vraiment, je te dis, j'ai vécu cette situation que quelques mois. J'ai l'impression d'y avoir passé un an, quoi, tellement c'était intense. Donc c'est vraiment là, j'ai pris conscience aussi à quel point c'était compliqué de mettre en place le bonheur au travail, même quand tu as des responsabilités pour pouvoir le faire, même quand tu as la main sur la porte. Je sais pas comment dire. Parce qu'en fait, jusqu'ici, à chaque fois que j'étais dans des boulots salariés où ça se passait pas hyper bien, où je sentais vraiment qu'il y avait des conditions de travail qui étaient pourries, bah, en fait, j'avais aucune possibilité de les changer. J'avais aucun pouvoir, on va dire. Là, j'avais un peu la main, mais comme je lui disais, ben, dès que je demandais quelque chose, on me le donnait pas. Donc en fait, c'était l'impression d'avoir la main. Mais même là, je me suis dit: «OK, c'est super dur et il faut vraiment». Enfin, pour moi, je pense que chaque manager qui devient manager devrait avoir une vraie formation sur, même s'il a déjà des études, même si sur justement ce que tu fais en fait comme travail, sur, comment prendre de l'individualité, comment prendre l'humain pour lui apporter ce dont il a besoin pour que quand il vienne au travail, ça se passe bien et que justement tu réduises les conflits, tu réduises les incompréhensions, les manques de communication, que tu apprennes à savoir comment vraiment communiquer avec telle ou telle personne, que tu te mettes sur le bonne chaîne, de radio, tu vois? Il m'a fallu, voilà, 3 mois pour comprendre qu'avec la personne avec qui on avait tout le temps des conflits, en fait, on n'avait pas la même notion de ce qu'était le respect. Ça. Pour moi, il y avait des choses qu'il faisait qui étaient totalement irrespectueuses et c'était vraiment aberrant et je me sentais juste, traînée, dans la boue, tu vois? Et lui, en fait, comment moi j'agissais alors que pour moi c'était totalement OK et c'était pas du tout un manque de respect, c'était pas du tout sa notion à lui du respect. Et on n'avait pas du tout la même culture, pas du tout la même façon de voir les choses. Au moment où on a enfin réussi à mettre un mot là-dessus, et ben, en fait, ça a été mieux. Parce que du coup, je me suis dit: «OK, il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, lui, il va prendre ça pour un manque de respect alors que pour moi, ça en est pas du tout un». Et ça, c'est fou parce que, tu sais, tu as un peu cette sensation, j'ai envie de dire que, le respect, tout le monde a les mêmes notions de respect. Mais en fait, pas du tout. Et tu sais que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que cette histoire de, tu sais, de niveau de compréhension, de chaque individu a un niveau de compréhension différent. Chaque individu a des valeurs différentes. Et pour toi, le respect, ça va être une valeur fondamentale. Pour lui, ça va être une valeur qui arrive en 4e, 5e position. Donc, c'est pas trop grave, tu vois. Et ça, le côté aussi, comme tu disais, je le prenais pour moi. Les managers, c'est ce que je leur dis en priorité. Surtout, ne le prenez pas pour vous. Ne vous sentez pas investi au point 2. C'est-à-dire que ce ne sont pas vos enfants, ce sont vos collaborateurs. Ce sont des individualités. Prenez-les dans leur individualité et n'hésitez pas à, des fois, avoir des discussions qui sont peut-être un peu malaisantes au début, mais pour vous mettre sur justement la même fréquence, comme tu disais tout à l'heure, et pour être sûr de vous comprendre. Parce qu'on a trop tendance, en tant qu'être humain, à faire des suppositions, mais je suis pas dans la tête de la personne en face de moi, en fait. Donc, il faut toujours, toujours ne pas hésiter à être dans le dialogue, dans la communication. Même peut-être, ça peut paraître un peu à outrance au début, mais une fois que vous aurez trouvé votre fréquence et votre rythme de croisière, vous n'aurez plus besoin d'avoir tous ces échanges. Tu vois, ça va être fluide. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi aux managers avec lesquels je travaille, c'est vraiment ce côté, ne prends pas pour toi et ne fais pas de suppositions. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que toi parce que moi j'ai parlé un peu de mon expérience et de pourquoi est-ce que le bonheur au travail c'est important pour moi, mais pourquoi pour toi tu en as fait ton métier, pourquoi c'est important? Avant ça, tu as eu une vie un peu compliquée dans le monde professionnel? Effectivement, il y a eu des moments, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était carriériste. Moi, je voulais juste avoir une super famille. C'était ma priorité, avoir une belle famille. Et j'ai commencé à travailler dans un cadre où je sortais d'un cadre où c'était très physique et j'étais très fatiguée. Et là, j'arrive dans un boulot avec des horaires de bureau de 10 à 18. C'est juste génial, du lundi au vendredi. Pour moi, c'est juste nickel, tip top. J'ai pas forcément de responsabilité, donc ça va. Dans l'opérationnel, il y a une petite équipe, on est 5, on s'entend relativement bien. Donc franchement, nickel. Et puis, petit à petit, le management change. Et là, je me retrouve avec quelqu'un qui était anciennement mon collègue, qui devient mon manager. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué pour moi parce que la personne en question oublie qu'elle a été ma collègue et fait, par contre, pour sa défense, elle n'a pas été formée non plus, hein. Et fait les choses de façon un peu, comment dire, j'aime pas dire toxique parce que ça fait tout de suite tu vois, ça a été très progressif en fait. Au début, je me rendais pas compte. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, quand je suis au boulot, je suis pas à l'aise. Quand je sors de chez moi pour aller vers le boulot, je suis pas à l'aise. Puis je me rappelle plus je me rapproche de mon boulot, plus j'ai mal au ventre. Quand j'arrive au boulot, limite, je marche sur des œufs parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais vraiment toujours comme ça, toujours à me remettre en question, toujours à me dire, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Et puis je me retrouve à avoir des interactions avec ce manager qui me dit, t'es bête ou quoi? Est-ce que tu peux faire fonctionner tes 2 neurones? C'est quoi ton problème? Enfin, vraiment
ces espèces d'invectivations comme ça devant tout le monde, hein. Et en fait, je suis joyeuse à la base. Je suis heureuse de vivre, moi, il y a pas de il y a pas de il y a pas il y a pas de question, tu vois? Et en arriver à avoir un ce caractère hyper joyeux, hyper positif qui devient terne, qui devient morne. Quand j'arrive chez moi, je m'embrouille avec mon mari et je crie sur mes enfants parce qu'en fait, je ramène à la maison tout ce mal-être que j'ai au travail. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible et c'est simple, je m'étais dit: «Ouais, je démissionne. Je démissionne, je change de taf». Mais non, parce qu'en fait, la seule chose qui me plaisait pas dans ce travail, c'était ce manager. Je m'entends très bien avec mes collègues, j'aime ce que je fais. Pourquoi il faudrait que je me punisse, en fait, en partant? Et non, c'est pas possible et la chance que j'ai, c'est que j'ai un caractère qui est relativement fort et à partir du moment où je me rends compte que, ben, je suis plus quand je me regarde dans le miroir, je suis plus honnête, enfin, je suis plus heureuse, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Je me suis dit: «Tania, c'est simple, ou tu t'en vas, ou tu trouves des solutions pour retrouver», tu connais ma phrase, «le réenchantement au travail». Petit à petit, j'ai mis en place des solutions, j'ai mis en place des routines, comme tu disais tout à l'heure, pour partir de chez moi en étant contente d'aller travailler, arriver au boulot contente, faire ce que j'ai à faire de façon posée, ne plus être dans le stress. Alors ça a mis du temps, ça a mis du temps bien évidemment, c'est pas une formule magique, c'est pas quelque chose qui marche en un coup, mais j'ai réussi à le faire pour moi sur ça m'a peut-être pris, ouais, 2 ans et demi, 3 ans quand même pour, retrouver une espèce de stabilité et une véritable envie de retourner travailler, mais ça a fonctionné. Là, j'ai encore des relations avec ce manager qui n'est plus mon manager direct. Ce sont des relations cordiales, c'est pas quelqu'un que je porte forcément dans mon cœur, mais à la limite, c'est même pas grave, c'est un collègue, on n'est pas obligé d'aimer ses collègues, il faut pas mais j'ai des relations cordiales avec cette personne. J'arrive à dire oui, j'arrive à dire non, mais j'ai mis en place des outils et du coup, je me suis dit: «C'est pas possible que je sois la seule à vivre ce genre de choses. C'est pas possible» et plus j'en parlais autour de moi, plus je me rendais compte que non, j'étais vraiment pas la seule à vivre ce genre de choses. Mais par contre, j'étais l'une des rares à mettre en place des choses pour m'en sortir et pas juste démissionner, tu vois? Et donc du coup, c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur parce que je trouve que c'est dommage de se retrouver, voilà, dans un bureau avec des gens pendant 8 heures et d'être, tu sais, toujours sur tes gardes, d'avoir les épaules rentrées parce qu'en fait, tu veux pas trop, limite essayer de disparaître dans ton écran pour qu'on te parle pas, pour qu'on tu vois? C'est dommage. Moi, je suis quelqu'un, je parle. Je travaille et je parle, je rigole, je vous raconte des blagues. Ça m'empêche pas d'être productive, ça m'empêche pas de faire ce pour quoi on me paye. Mais par contre, je vais être celle qui va mettre un peu l'ambiance dans le bureau, qui va vous dire: «Mais les gars, on respire, ce matin on a ouvert les yeux, c'est juste formidable, quoi». Essayez de pas vous focaliser sur le petit truc qui nous embête dans le bureau et se dire: «Comment je peux faire pour que ce petit truc-là devienne quelque chose de plus intéressant?» Bah, du coup, ah OK, ça me pose un problème là, bah, je vais parler avec mon collègue, je vais lui demander s'il a déjà, rencontré ce genre de problème et puis on va tu vois, le cerveau collectif va fonctionner et ben, là, maintenant, je me retrouve dans un cadre où, au niveau de mon travail salarié, ça se passe bien. Je réussis à avoir même des promotions, à avoir des choses où on me donne plus de responsabilités, où je m'éclate plus et du coup, bah, je veux partager ça avec les gens et du coup, bah, le côté entrepreneuriat, c'est aussi ça, quoi. Donc ouais, c'est pas ça m'est pas venu comme ça, effectivement, tu as raison, comme, «Ouais, tiens, je vais m'occuper du bonheur au travail aujourd'hui». Non, non, c'est parce que le mal-être au travail, je l'ai vécu, je l'ai ressenti dans mon corps et c'était vraiment pas cool donc l'idée, c'est de faire en sorte de donner des outils aux gens et je travaille beaucoup avec les femmes, mais donner des outils aux gens pour qu'eux aussi, ils retrouvent, le petit truc qui leur convient, quoi. J'aime trop ton histoire parce que tu l'as dit, tu as pas choisi la solution de démissionner. Alors moi, je suis team où j'ai démissionné, où je suis partie, j'ai pas renouvelé mes CDD et cetera. À chaque fois où, en fait, mon bonheur au travail n'était pas respecté et que je sentais que ça commençait à pâtir sur ma vie personnelle. Moi, j'ai toujours choisi cette voie-là et je le regrette pas et je vais pas dire: «Je devrais tout refaire», enfin, ça sert à rien, enfin, c'est comme ça que je l'ai fait et puis pareil, j'étais dans des situations où je pouvais me permettre de le faire. Enfin voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de prêt à la banque pour une maison, donc voilà, je pouvais, me permettre de faire ça à chaque fois que je l'ai fait sans jamais me mettre en grosse difficulté. Mais c'est vrai que maintenant, suite à ma dernière expérience, de manager, en fait, sur la fin, sur les dernières semaines, derniers mois, je savais que j'allais pas rester. Je savais que j'avais parce que je m'étais protégée en demandant justement un petit contrat, un petit CDD. Je suis pas partie comme ça, hein. J'avais de base, dans mes conditions, dit: «Je veux un petit CDD parce que je veux voir si ça se passe bien, si ça me convient». Parce que justement, j'avais jamais fait ce travail-là et que je ne voulais pas m'engager pour 1 an
et en fait derrière, être coincée, enfin tu vois? C'était pas du tout ce que je voulais parce que je me suis dit: «Imagine ça te plaît pas d'être manager, imagine ça te convient pas». Donc il fallait que je me protège. Donc c'est ce que j'ai fait et donc sur la fin, du CDD et ben, en fait je me suis lâché la grappe comme je l'avais jamais fait dans aucun de mes travails salariés. Et sur la fin, vraiment sur les dernières semaines, bah, j'ai tellement appris sur moi et j'ai fait un travail tellement profond sur mes plus gros problèmes, hein, parce qu'en soi, si aussi à chaque fois j'ai des galères dans mon salariat, c'est parce que je me donne trop à fond. C'est parce que je suis trop à 110 que je prends à chaque fois les boîtes comme si c'était mes boîtes. Je vois bien. J'ai ce caractère et cette façon de vivre les choses qui font que du coup derrière, bah, soit tu tombes sur des gens qui sont géniaux, qui sont des supérieurs qui sont top. Ça m'est arrivé aussi, hein. J'ai des expériences où ça s'est très bien passé. Soit tu tombes sur des gens qui sont géniaux et qui comprennent ton façon de fonctionner et qui te préservent de toi-même, Oui, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Soit tu tombes sur, des personnes qui en profitent. bien sûr. Donc en fait, c'est l'un ou l'autre et maintenant, bah, j'essaye de bien les repérer d'avance. Les red flags, tu les as maintenant. C'est ça, maintenant j'ai les red flags et du coup je peux me rendre compte de ça. Mais aussi, j'ai aussi appris que pour que moi je me sente bien au travail, il faut que j'accepte que c'est comme tu le disais tout à l'heure et ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je disais, dans l'épisode de podcast précédent, ce n'est qu'un travail. Que j'apprenne ce truc-là et ça je me le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps et je fais ce travail et c'est aussi qui fait que je pense que maintenant ça se passe aussi bien parce que j'ai travaillé sur moi pour comprendre ça et accepter ça et dire qu'en fait ça ne fait pas ma valeur, ça ne fait pas la personne que je suis, enfin d'être quelqu'un, qui travaille très bien ou qui va, faire plus que les autres. Mais c'est parce que vraiment dans ma construction du travail, c'était comme ça que je voyais les choses. Pour moi, en fait, la normalité, c'était être à 110. C'est ça. Et ça, c'est très dur, en fait, quand tu as cette façon de voir les choses parce que derrière, ben, il faut pouvoir, l'encaisser. Voilà, donc tout ça résonne énormément en moi et je te remercie, de tout ce que tu as pu partager. Est-ce que tu as de meilleurs conseils, en fait, un peu que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent et qui ressentent un mal-être au travail pour qu'ils puissent passer, au bien-être, au bonheur au travail? Alors, en meilleur conseil, ce que je pourrais dire, déjà, c'est de vous écouter, d'écouter votre corps. Parce qu'on n'écoute pas souvent son corps, mais notre corps nous parle. Et quand on est dans des situations où ça ne va pas, on va avoir des maux de tête plus fréquents, on va avoir le dos qui se coince, on va avoir les épaules qui sont tendues, on va peut-être même au niveau des femmes avoir des dérèglements hormonaux. Donc, écoutez votre corps parce que déjà, lui, il vous parle. Peut-être votre cerveau veut pas vous parler parce qu'il veut vous protéger, mais votre corps va vous parler. Écoutez votre corps, remettez-vous en question, mais un petit peu parce qu'en fait, vous ne sauvez pas des vies. Sauf si, bien évidemment, vous êtes chirurgien cardio-thoracique, n'écoutez pas ce conseil. Mais autrement, vous ne sauvez pas des vies. Prenez de la hauteur et surtout, n'oubliez pas de valoriser, de vous valoriser vous. Vous êtes votre meilleur outil, en fait. Et ce qui est le plus important, c'est votre santé. Je n'arrêterai pas de le répéter. Aucun travail ne vaut sa santé. Aucun. Entrepreneuriat comme salariat, attention. Aucun travail ne vaut sa santé, il faut vraiment vous préserver. Et je dis souvent, alors ça peut paraître un peu morbide, c'est pas du tout le cas, qu'à partir du moment où on est, en fait, on ne gagne pas du temps, on perd du temps. Donc, il faut pas se dire demain je ferai, après-demain je ferai, ou quand j'aurai réussi à faire ça, je ferai ça. Allez-y, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. Si votre travail, vous sentez que ça devient un peu compliqué, trouvez une activité en dehors qui pourrait justement vous ramener un peu la joie, vous ramener le kiff que vous n'avez pas forcément dans votre travail, pour justement que vous travaillez sur cet équilibre vie pro vie perso et que ça vous permette de continuer. Si ensuite vous vous rendez compte que ce travail c'est pas pour vous, vous allez pouvoir démissionner, d'accord, mais faites pas les fous, c'est pas grave. Je me forme, je me renseigne sur ce qui m'intéresse, et puis je fais une transition pro. Il y a des choses qui existent, il y a des outils qui existent pour ne pas se retrouver dans le vide intersidéral entre deux. Le bonheur au travail, j'abuse, mais si vous voulez passer du mal-être au mieux-être, déjà c'est bien. Et si après vous pouvez passer du mieux-être au bien-être, c'est juste formidable. Et si vous arrivez dans la case des gens qui sont juste heureux au boulot, c'est le Saint Graal. Mais déjà passer du mal-être au mieux-être, c'est une vraie étape. Donc, essayez de pas vous, comment dirais-je, vous imaginer très, très loin tout de suite et faites étape par étape. Et donc, là, vous allez vous réveiller, vous allez écouter le podcast et puis après, vous allez vous dire, c'est quoi la première petite étape que je vais faire qui va me rapprocher de mon mieux-être au travail.
J'ai une question là qui me vient et je pense qu'elle est hyper intéressante. Est-ce que tu conseilles aux gens d'en discuter avec leurs responsables, justement de leur mal-être au travail? Parce que je pense que c'est hyper touchy de dire à son responsable: «Je suis pas très bien quand je vais en boulot», parce que ça peut être vite interprété comme une démotivation, enfin on a l'image, en tout cas, que ça va se retourner contre nous si on ose en parler, si on assume ce truc-là. Est-ce que tu as des exemples où quelqu'un en a finalement parlé et que ça a arrangé les choses? Oui, mais alors il y a parler et parler. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment amener le sujet. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le manager ne va pas tout de suite, enfin, après, il y a des personnes qui sont très bienveillantes et qui comprennent, hein. Mais dans la majeure partie des cas, quand tu vas arriver en disant: «Je me sens pas bien au travail», ça va pas être pris comme: «OK, comment je peux t'accompagner? Comment je peux t'aider?» Donc l'idée, c'est de nous faire accompagner au départ pour savoir comment aborder le sujet. Oui, j'ai, quelqu'un qui en a parlé à son manager et avec qui ça s'est très bien passé. Parce qu'en fait, cette personne avait été en mode, sandwich. Je sais pas si tu connais la technique du sandwich, en fait? C'est, tu dis, 2 choses un peu positives et au milieu, tu mets une chose négative, tu vois? Donc c'était: «Oui, j'aime beaucoup travailler avec nos» c'est un exemple bateau parce que je me souviens pas exactement des termes, mais l'idée c'était, «J'aime beaucoup travailler dans cette équipe, je me sens bien dans le lieu. Toutefois, quand je donne des informations ou quand je suis force de proposition, je sens bien que je suis pas trop écoutée. Mais après, je sais que c'est possible d'arranger la situation, mais j'aimerais bien que tu m'aides là-dessus», tu vois? Donc l'idée c'est de faire passer d'enrober le bonbon un peu parce qu'il faut pas être frontal, il faut pas aller au conflit. L'idée, c'est que tu te retrouves pas toi encore plus mal après avoir parlé avec ton responsable que quand tu es arrivé, mais que tu fasses quand même comprendre qu'il y a un problème. Et ensuite, ne pas hésiter à, si ça ne marche pas avec le N+1 direct, à aller voir le N+2 et pareil, en toujours avec la même méthode et pas de jugement, pas de: «Oui, mon manager ceci, mon manager cela». Non, je. Parler du «je» et pas du «tu» parce que le «tu» c'est très accusateur, alors que le «je» c'est vraiment tu parles de ton ressenti. Donc il y a des façons de faire, mais je pense que c'est quand même la communication, ça reste quand même un outil principal. Il faut parler. Parce que si tu dis pas, il y a aussi cette interprétation comme on disait tout à l'heure, ton manager va se dire: «Attends, elle est pour rien, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Mais elle va se dire: «Elle fout rien, qu'est-ce qui se passe?» Donc tu vas avoir le manager bienveillant qui va se dire: «Tania, j'ai bien remarqué que tes performances ces jours-ci étaient un petit peu moindres. Est-ce qu'il y a un petit souci, quelque chose dont tu ne m'as pas parlé et tu voudrais qu'on en parle ou pas? Ou est-ce que je peux t'accompagner sur quelque chose?» Et puis tu vas avoir le manager qui est pas forcément bienveillant et qui va dire: «Elle fout rien», qui va remonter au N+2 en disant: «Bon, bah, elle fout rien, on dégage» ou alors, tu vois? Donc l'idée, c'est toi d'arriver avec ta problématique de façon très intelligente, parce que ce que tu veux, c'est améliorer ton bien-être. C'est pas te retrouver dans une situation difficile. Mais je suis toujours d'avis qu'il faut parler. Il faut parler. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message, peu importe le sujet, à partager aux personnes qui nous écoutent? Le message que j'ai à partager, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment d'être dans la gratitude parce que la vie est très courte. Et ne pas se monter le bourrichon, j'adore. Alors je suis une fille des années 80, donc j'ai des expressions un petit peu vieillottes, mais j'aime bien. Pas se monter le bourrichon sur les choses qui n'en valent pas la peine et de se concentrer sur ce qui est important dans notre vie, en fait. Et ce qui est important dans notre vie, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous apporte de la joie. Donc focalisez-vous sur ce qui vous apporte de la joie, mettez votre énergie dans ce qui vous apporte de la joie et pas dans ce qui vous pourrit la vie, en fait. Est-ce que tu as des actualités ou des événements à partager aux personnes qui sont intéressées par ce que tu fais et qui ont peut-être envie de travailler avec toi? Et surtout, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, déjà, c'est super d'être sur un podcast avec toi parce que moi, j'ai un podcast qui est tout petit, qui est tout jeune, qui a une saison et la deuxième saison va sortir à partir du mois de novembre. Ça s'appelle Chaud Devant, donc CHO Devant. Évidemment, on fait des jeux de mots, on est des années 80. Donc, vous pouvez déjà écouter mon podcast. Vous pouvez me trouver sur Instagram. Mon compte, c'est Tania ou le bonheur au travail, comme par hasard. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle minsaconsulting.com où vous avez les ateliers que je propose en entreprise. Si vous voulez travailler avec moi, j'ai envie de vous dire, envoyez-moi un DM sur Instagram. Allez voir mon univers parce que ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire. Non, ça va vous plaire. Allez voir mon univers et n'hésitez pas à venir me parler. À savoir que je travaille des fois avec des personnes via Instagram sans forcément de contrat. J'ai aucun problème à partager des outils. J'ai aucun problème à discuter. N'hésitez pas à me contacter via ces réseaux. Et donc toi, le bonheur au travail, tu l'as trouvé dans ton entrepreneuriat et dans ton salariat et avec le mix des 2. J'y travaille tous les jours. Honnêtement, là, je suis vraiment vers le mieux, mais j'y travaille tous les jours parce que je suis très consciente que c'est quand même c'est fragile.
Il faut pas grand-chose pour que tu rebascules dans le côté où tu étais pas bien. Donc c'est un travail de tous les jours. Est-ce que, Tania, tu es prête pour la question signature du podcast? J'attends, j'attends. Tania, quelle est ta liberté? Excellent. Eh bien écoute, ma liberté, oh j'adore ta question, mais c'est génial. Ma liberté déjà, elle évolue. Ma liberté n'est pas la même aujourd'hui que celle qu'elle était il y a 10 ans et ne sera certainement pas la même que celle qu'elle sera dans 10 ans. Mais à l'heure actuelle, ma liberté, c'est de pouvoir m'exprimer, de pouvoir dire ce que je ressens, d'abord avec les miens. Pour moi, la famille, comme je te l'ai dit, c'est vraiment ma priorité. Donc, ma liberté, c'est déjà de pouvoir m'exprimer avec les miens comme je l'entends, sans avoir tu sais, de faux semblants, de retenue. Et c'est aussi de pouvoir dire non, en fait. Et dire non aux aspects qui me plaisent pas, qui me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, et de le dire sans culpabilité. Vraiment de prendre en considération mon bien-être général avant celui des autres. Et je sais que quand je prends en considération mon bien-être, ce dont je m'occupe, ça va rejaillir sur eux. Donc, oh là là, mais c'est horrible cette question, Flo, parce qu'en fait, on a envie de repartir sur un podcast pendant 1 heure pour reparler que de ça, quoi. Et puis en même temps, tu m'as ouvert je te remercie pour la question, parce que du coup, je vais encore y réfléchir après. Mais ouais, c'est ça, ma liberté, c'est vraiment de pouvoir m'exprimer et de prendre ma place, tu vois, de prendre ma place. Oh, merci. Merci à toi pour ce moment. Merci, Flo. J'espère que cet épisode t'a plu, que t'as passé un bon moment. Personnellement, cet échange m'a énormément inspirée, car ça fait un moment que j'attendais d'avoir l'idée pour mon prochain atelier, enfin, pour la reprise des petits-déj liberté, afin d'enfin lancer les inscriptions. Et là, le week-end dernier, quand on a enregistré cet épisode, c'est devenu une évidence. Et si on parlait d'organisation au travail ou pour le travail? L'organisation péri-travail, si tu vois ce que je veux dire, un peu comme quand on dit périscolaire, mais là autour du travail ou pendant même ta journée de travail. Tu l'auras compris, tu peux dès maintenant t'inscrire au prochain Petit-Déj Liberté. Mais si tu sais pas ce que sont les Petits-Déj Liberté, ce sont des ateliers où on mélange coaching de groupe, travail d'auto-coaching grâce au journaling, où on apprend aussi à mieux gérer et communiquer ses émotions, parce que souvent tout part un petit peu de là niveau communication. Et selon le thème, on repart toujours avec un mini plan d'action pour débloquer la situation qui nous frustre en ce moment, ou améliorer ton bien-être au quotidien. Ces ateliers, je les anime toujours en partant de vos besoins, de vos attentes. Donc c'est pour ça que c'est en live, qu'il n'y a pas de replay et que c'est juste fait pour le moment où on est ensemble tout simplement. Cette fois-ci, comme tu l'as compris, l'atelier va tourner autour de ton organisation pour ou au travail. Alors si tu sens que tu as envie de changer quelques petites choses pour te sentir mieux durant ta journée de travail, ou après ta journée de travail, ou avant ta journée de travail, mais que tu ne sais pas comment faire ou par quoi commencer, que tu n'as peut-être même pas encore mis le doigt sur ce qui te prend la tête, tu peux t'inscrire dès maintenant au prochain atelier. J'ai tellement hâte de reprendre ce rendez-vous des petits-déj liberté, parce que c'est vraiment des ateliers que j'ai adoré créer et animer pour ceux que j'ai fait maintenant il y a plus d'1 an. Ça commence à dater, mais ça y est, je suis de retour, c'est juste trop cool d'ailleurs de reprendre tout ça. Les petits déj liberté, ça sera 1 fois par mois à petit prix, donc c'est l'occasion de tester les techniques d'auto-coaching et de coaching de groupe, de découvrir mon univers et ma façon de travailler si ça te tente et que ça t'appelle. Les prochaines thématiques, je te les partagerai sur Instagram ou ici sur le podcast. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.